À 2 mois de mon plus gros défi sportif, je ne pouvais plus tenir mon sabre sans couiner. Je suis kiné, je m'occupe de tendinopathie à longueur de journée. Et j'ai quand même fait exactement ce qu'il ne faut jamais faire en reprenant le sport après mon hystérectomie. Dans cette vidéo, je t'explique mon erreur. Pourquoi une hystérectomie peut potentiellement mettre tes tendons en danger et surtout, comment j'ai réglé le problème. Parce que dans 2 mois, j'ai un passage de grade et je compte bien décrocher mon 4e dan. Saut, impact, changement de direction, position basse. Même si le Katori Shinto-ryu se pratique exclusivement avec des armes, c'est un sport exigeant qui demande mobilité, force et endurance. 3 qualités qu'il m'a fallu reconquérir après mon intervention. Et malgré une bonne préparation en amont, mon corps était déconditionné par 6 mois d'arrêt de sport forcé et par une ménopause chirurgicale. Et moi, saucisse en croûte, à peine mon bidou cicatrisé, j'ai fait exactement comme avant. Z-press, kettlebell, barre lestée, des sauts, des impacts. J'ai repris mes entraînements en mode YOLO, comme si de rien n'était. Spoiler, il faut pas faire ça. Non. Alors, j'avais le coude un petit peu sensible, c'est vrai, mais je me suis pas trop inquiétée. Vous vous souvenez, les cordonniers, c'est toujours les plus mal chaussés. Et j'ai voulu participer à un stage très intensif. Au cours de ce stage, j'ai travaillé avec le Yari, qui est la lance de 2,80 m, donc c'est très long. Et j'ai travaillé aussi les techniques à 2 sabres en tenant mon bokken très lourd dans une seule main dans la main droite. Et ça n'a pas raté, hein. Sortie du stage, je ne pouvais plus remuer mon coude sans couiner. Et maintenant, en plus de mes entraînements, je dois aussi gérer cette tendinopathie du coude, et rapidement, avant qu'elle ne s'aggrave. Mais au fait, c'est quoi vraiment une tendinopathie du coude? Et puis surtout, comment ça se traite? Avant d'en arriver à cette partie qui sans doute t'intéresse, si toi aussi tu t'es blessé en reprenant le sport après ton hystérectomie ou après une autre intervention, partage ton expérience dans les commentaires. Ça peut certainement intéresser d'autres femmes de savoir comment ça s'est passé et si tu t'en es sortie ou pas. Tendinite, épicondylite, tennis elbow, en fait les termes ne manquent pas pour qualifier cette pathologie qui a vraiment très mauvaise réputation. Beaucoup de mes patientes pensent d'ailleurs qu'on ne guérit jamais totalement d'une tendinopathie du coude, ou alors en plusieurs années. Elles pensent aussi que ça récidive, que c'est chronique, qu'il faut immobiliser, infiltrer et parfois même opérer. Et si ensemble on démêlait un peu le faux du vrai avec les données actuelles de la science? La tendinopathie du coude, c'est une douleur qui prend naissance sur le côté externe du coude et qui peut irradier parfois dans l'avant-bras, jusque dans la main, parfois jusqu'au doigt. Elle t'empêche parfois de porter une charge comme une simple poêle, une bouilloire, un sac de course, et parfois elle peut aussi se manifester quand tu tapes au clavier. Et dans mon cas, tenir mon sabre uniquement de la main droite ou tenir ma Yari à bout de bras, c'était une vraie torture. On va faire un petit point de sémantique juste avant de poursuivre. Dans cette vidéo, je vais vous parler de tendinopathie ou d'épicondylalgie, et je n'évoquerai pas le terme de tendinite. Simplement parce que le suffixe « ite » dans tendinite suppose qu'on a affaire à une pathologie inflammatoire. Or, on sait à présent que les tendons pathologiques sont d'une manière générale non inflammatoires. On peut retrouver des marqueurs de l'inflammation autour de la zone qui pose problème, mais le tendon lui-même ne présente pas de signes inflammatoires. Et comment cette épicondylalgie se déclenche-t-elle? Mais généralement à cause d'une surcharge mécanique. Tu vas soumettre ton tendon à une contrainte mécanique trop importante par rapport à sa capacité d'encaisser cette contrainte. La contrainte, ça peut être une charge trop lourde que tu vas soulever ou une tâche sollicitante que tu vas exercer de façon répétée, que ce soit dans le sport ou dans le travail. Alors, tu dois te dire, je suis kiné, en sachant tout ce que je sais, comment j'ai pu me blesser? Eh ben oui, je suis allée trop vite. J'ai oublié une notion primordiale dans la reprise du sport après une pathologie, après une intervention. J'ai oublié la progressivité. Je me suis dit, allez, ça passe. Et ben non, clairement ça passait pas. Vous voyez, hein, même les kinés, nous on peut faire des erreurs. Pour ma défense, il y avait aussi un paramètre que je n'ai pas pris en compte, et ce paramètre je l'ai évoqué en début de vidéo, c'est la ménopause chirurgicale. Les œstrogènes semblent jouer un rôle dans le maintien de la qualité des tendons, même si les mécanismes exacts restent encore assez mal compris. Sans eux, sans les œstrogènes, les tendons sont potentiellement plus vulnérables et ils auront besoin d'une attention un peu particulière lors de la remise en charge. Et c'est exactement ce que j'ai pas fait. J'ai mis aucune attention particulière sur mes tendons, je les ai remis en charge, comme si j'avais rien eu. C'était une grosse erreur. Mais selon moi, le plus gros inconvénient de la ménopause chirurgicale, c'est aussi les nuits fragmentées, la fatigue et donc une récupération qui était loin d'être optimale. Donc j'ai mis une contrainte trop forte, trop vite, sur un tendon désadapté et potentiellement dégradé qui ne pouvait pas récupérer normalement. Comment ça pouvait mal finir? Alors, j'en viens ici à la partie qui t'intéresse probablement plus que ma vie. Comment est-ce qu'on traite une épicondylalgie? Premièrement, il faut vraiment sortir de la tête que le tendon étant blessé, on va le réparer. En kiné, on ne cherche pas à modifier la structure du tendon ou à forcer sa réparation.
En réalité, on va chercher à améliorer la capacité de la partie saine du tendon. Et cette notion, elle est très bien expliquée par l'une des plus grandes spécialistes du tendon au monde, Jill Cook, avec sa théorie du donut. Si le trou du donut représente la partie pathologique du tendon, on aura peu, voire pas du tout d'influence dessus. Mais c'est pas grave, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le beignet, autrement dit la partie saine du tendon. D'ailleurs, on s'est rendu compte que chez les personnes qui avaient un tendon pathologique, donc un tendon qui était douloureux, ils ont autant, voire plus de tendons sains que les gens qui n'ont pas de problème. Et comment est-ce qu'on fait pour améliorer la capacité de la partie saine du tendon? Eh bien, pour faire simple, il faut doser intelligemment la contrainte qu'on va mettre sur le tendon et surtout respecter le bon timing. Au début, on va gérer la douleur, notamment avec des contractions isométriques, puis on va remettre progressivement le tendon en charge jusqu'à la reprise sans restriction de l'activité. Donc, exit les anti-inflammatoires, le froid, les infiltrations, l'immobilisation sous attelle. Toutes ces techniques sont dites passives et aucune d'entre elles ne va permettre au tendon de se réadapter. Et c'est la même chose pour les ondes de choc qui, sur les épicondylalgies, n'ont pas du tout fait la preuve de leur efficacité. Donc moi, dans un premier temps, j'ai décidé de réduire un petit peu les contraintes que j'appliquais sur le coude pour soulager la douleur. Mais je n'ai pas arrêté totalement. J'ai fait en sorte de pouvoir poursuivre mes activités tout en restant sous le seuil de la douleur. Heureusement, mon métier de kiné ne me déclenchait quasiment pas de douleur. Je pouvais manipuler, je pouvais masser, je pouvais faire mon métier sans avoir de douleur. J'ai donc juste eu à gérer la reprise du sport et les douleurs du quotidien comme porter une bouilloire, porter une poêle, etc. Ça, c'était douloureux, effectivement. Pour gérer cette douleur, je n'ai pas utilisé d'adjuvant comme une attelle de coude ou une orthèse comme celle que tu peux voir ici, mais certaines études ont montré que ça semblait avoir un effet bénéfique sur la douleur ressentie à l'effort. À la place, j'ai préféré poser de façon très ponctuelle un tape qui a peut-être un effet placebo. Les études sont un petit peu hétérogènes sur le sujet, en tout cas moi ça m'a soulagée. Et j'ai utilisé aussi la méthode Mulligan qui est très efficace pour moduler la douleur au niveau du coude. Ça c'est pour la douleur. Mais je t'ai dit qu'une tendinopathie c'était en fait un tendon qui avait perdu sa capacité à tolérer une contrainte mécanique trop élevée. Et comment est-ce qu'on améliore cette capacité? C'est ça la grande question. Eh bien simplement en le soumettant progressivement à des contraintes de plus en plus importantes. Et tu le sais déjà si tu suis ma chaîne régulièrement, le mot-clé ici c'est progressivement. On ne tabasse pas son tendon comme une forcenée. Exactement ce que j'ai fait en sortant de mon intervention. Donc, dans une phase 1 de rééducation du tendon, on commence par des contractions isométriques. Le muscle se contracte, mais il n'y a rien qui bouge. C'est un petit peu la différence quand tu fais un squat et que tu descends, ou quand tu fais la chaise contre un mur. La chaise contre un mur, c'est une contraction isométrique. C'est ce qui semble être le plus efficace dans un premier temps, parce que non seulement ça a un effet antalgique sur le tendon, mais ça lui permet aussi de commencer à améliorer ses capacités tout en restant un infradouloureux. Mais concrètement, ça ressemble à quoi un travail en isométrie pour une épicondylalgie? Déjà, c'est apprendre à doser la fermeture du poing, la fermeture de la main, et pas y aller d'un coup et se faire mal. Donc c'est doser pour essayer d'avoir progressivement, de savoir à partir de quand ça commence à faire mal. Ça, c'est la première chose. Après, on peut travailler le grip, par exemple en essayant de porter un kettlebell, et faire des extensions de poignet contre résistance. On va faire 2 à 3 séries de 30 secondes de maintien isométrique, avec 2 minutes de pause entre les contractions, en infradouloureux, et faire ça 2 à 3 fois par jour. Au niveau de la force de contraction qu'on met, on est entre 50 et 75% de la force de contraction maximale. Une fois la douleur revenue à un niveau raisonnable, ce qui pour moi a pris à peu près une dizaine de jours, donc ça peut aller très vite si on s'y prend à temps, j'ai commencé à réintroduire des exercices dynamiques, notamment avec des barres lestées, puisque moi je travaille avec des armes, avec un sabre, avec un yari, avec un bow, un bâton ou une hallebarde, donc j'avais besoin de travailler avec des barres qui pesaient un certain poids. Tous ces exercices, j'ai fait des petits volumes avec peu de vitesse. On est vraiment encore au début de la rééducation dynamique. En général, 3 séries de 8 à 12 répétitions avec un tempo 4-0, 4-0, 2 minutes de récupération entre chaque série et à peu près un jour sur 2 pour pas faire flamber non plus mon tendon. Quand vous travaillez sur un tendon, toujours essayez de respecter ce qu'on appelle la safe zone, avec une douleur inférieure à 3 ou 4 sur 10, une douleur qui va s'atténuer rapidement après l'exercice, idéalement dans l'heure qui suit. La nuit suivante ne doit pas être plus douloureuse que d'habitude et le lendemain matin au réveil, ça ne doit pas être plus douloureux que les autres matins au réveil. Si vous respectez ces 4 critères-là, tout va bien, vous pouvez continuer à travailler sur votre tendon et même à le sentir un tout petit peu douloureux, ce ne sera pas grave. Et ça, c'est ce qu'on appelle la safe zone. Si un de ces critères n'est pas respecté, ça veut dire que la contrainte est trop importante, donc on diminue la charge pour la séance d'après. On la remontera après quand ça ira mieux. Mais le Katori Shinto-ryu, c'est des arts martiaux, c'est pas du tricot. Mais j'ai rien contre le tricot, hein, tout va bien. La coupe au sabre, c'est presque un mouvement de fouet qui implique tout le membre supérieur et même tout le corps, quasiment jusqu'au bassin. Donc je vais devoir réintroduire progressivement la vitesse dans mes mouvements. Donc passer potentiellement à 6 répétitions
avec une charge plus élevée et avec un tempo aussi plus rapide. Et tout ceci, je l'ai fait en parallèle de mes entraînements habituels pour remuscler le dos, les abdos, les membres inférieurs. Parce que renforcer son coude seul, ça n'a pas beaucoup d'intérêt si le reste du corps ne suit pas. Les mouvements dans les arts martiaux sollicitent le corps entier, surtout le bassin. Or le bassin, après une hystérectomie, il prend cher un peu. Et dans 2 mois, c'est pas mon coude qui sera jugé, c'est l'ensemble, c'est tout mon corps. Et ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi. Fais attention à ta convalescence, fais attention à ta reprise du sport. Ne fais pas comme moi, ne te blesse pas. Et si tu sors tout juste de ton intervention, va vite voir mes vidéos sur le post-op immédiat.